de ce qu'il a réalisé. Je m'adresse aux survivants qui sont parmi nous. Nous vous devons beaucoup. Nous avons une dette envers vous. Quand nous vous avons demandé de porter le fardeau de la réconciliation sur vos épaules, et vous continuez de porter ce fardeau, vous continuez de réaliser l'impossible tous les jours pour notre nation. Nous vous remercions. Et au fil des jours, au fil des années, les descendants ont eu des enfants, et ces enfants continuent leur travail tout en regrettant les parents qu'ils n'ont pas connus et les parents qui n'ont même pas eu les cousins qu'ils auraient pu avoir et qui n'ont pas pu naître. Et malgré tout, ils continuent leur chemin. Nous pensons à vous aussi, chers survivants et descendants de survivants. Nous pleurons, notre cœur pleure, mais nous continuons notre travail, notre effort, notre résistance et la résistance de ceux qui ont refusé l'appel au génocide et dont beaucoup en ont payé le prix fort pour leur courage. Nous les honorons. Et s'ils sont morts, ceux qui ont payé ce prix-là, nous honorons leur mémoire. Le chemin de ce pays a été difficile. Le pays a fait face à l'énormité de nos malheurs. Malgré tout, nous avons pu continuer notre chemin. En mettant nos pieds dans le sang au commencement de ce travail, de ce chemin. Mais ceci a été le résultat de nos choix, des efforts que nous avons faits ensemble pour effectuer la résurrection de ce pays. Et cette résurrection a été fondée, comme tout le reste, sur l'unité. Tout a été rendu possible par l'unité des Rwandais. Nous avons réalisé l'unité et nous vivons dans le principe de l'unité. La première chose a été de renverser, je dirais, les malheurs qui nous avaient frappés et de détourner ce qui avait opprimé notre pays. Nous avons choisi de penser au-delà de nos malheurs, de nos tragédies. Nous avons décidé que nous serons un peuple avec un avenir. Aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants envers les amis, envers ceux qui nous ont accompagnés, dont beaucoup sont représentés ici et qui représentent ou qui viennent de toutes les parties du monde. C'est pour nous un grand honneur de vous avoir parmi nous, de pouvoir vous remercier de votre accompagnement pendant ces années très difficiles et encore une fois pendant cette journée qui est lourde pour nous. La contribution que vous avez apportée à la reconstruction du Rwanda est
très importante, je dirais même énorme. Et c'est grâce à vous, grâce à votre appui que nous sommes ici, que nous avons réalisé ce qui a pu être fait. J'ai parlé de la nécessité pour nous de demander pardon à tous ceux qui ont porté ce fardeau. Mais j'aimerais aussi citer un pays comme l'Ouganda, qui a aussi supporté les problèmes internes du Rwanda pendant de très nombreuses décennies et qui en a même été blâmé. Le leadership et le peuple de l'Éthiopie, de l'Érythrée, ces deux pays, ces deux frères nous ont accompagnés dès le début de nos efforts de reconstruction. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui est ici, a même été parmi les forces de maintien de la paix juste après le génocide. Je cite le Kenya, le Burundi, la RDC, qui ont accueilli un très grand nombre de nos compatriotes réfugiés dans leur pays et qui leur ont donné un accueil et qui leur ont permis de survivre. Je n'oublie pas la Tanzanie, qui a joué un rôle exceptionnel à plusieurs niveaux, y compris l'accueil du tribunal d'Arusha, justement. Et je voudrais, à cet égard, citer tout particulièrement le président Mwalimu Julius Nyerere, qui incarnait l'esprit qui a permis la fondation de toutes ces réalisations. Je remercie la République du Congo. La République du Congo a joué un rôle tout à fait fondamental. Mais je pourrais continuer à citer nos amis de différents pays qui ont envoyé leurs fils et leurs filles travailler dans les forces de maintien de la paix, parce que ces soldats n'ont pas échoué. Vous n'avez pas trahi le Rwanda. Ce n'est pas vous, c'est la communauté internationale, comme on dit, qui vous a trahi à vous aussi. Car parmi ceux qui sont présents ici, j'ai à saluer la veuve et la fille de feu le capitaine Bainjang, qui est mort, un héros, pendant qu'il tentait de sauver de la mort des centaines de Rwandais. Au Conseil de sécurité de 1994, le Nigeria a exprimé une position de clarté morale. La Tchéquie aussi, et même la Nouvelle-Zélande. Leurs ambassadeurs au Conseil de sécurité ont eu le courage de donner le nom qu'il fallait à ces tueries, le nom de génocide, malgré les pressions politiques de puissances, certaines puissances importantes qui voulaient que la vérité soit cachée. Ambassadeur Ibrahim Gambari du Nigeria. Karol Kovenda, ambassadeur de Tchéquie. Vous êtes ici parmi nous et nous vous applaudissons.
Et même dans les pays où la politique officielle était du mauvais côté de la barrière, que ce soit pendant le génocide, que ce soit après le génocide, même dans ces pays, il n'a jamais manqué de personnes qui se sont levées dans l'honnêteté et dans l'humanité. Nous vous serons toujours reconnaissants. Nous n'oublions pas non plus le soutien très important que nous avons reçu de nos frères du continent africain, et ce depuis 30 ans, mais aussi d'autres continents, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, l'Asie, et de très nombreuses organisations internationales et d'autres personnes de bonne volonté. Laissez-moi citer en particulier l'Afrique du Sud. L'un des pays parmi tant d'autres qui nous a toujours accompagnés. En réalité, je devrais citer tous les pays de notre continent. Et me dire également que, vous savez, pendant ces quelques mois de l'année 1994, beaucoup de choses se sont passées. C'est là que Mandela est devenu président en 1994, et cette année-là. Et en 1994, ce fut aussi l'année du dernier génocide du siècle. Et la nouvelle Afrique du Sud a payé les frais de médecins cubains qui nous ont accompagnés pour remettre les choses au point, pour soigner les populations meurtries, les enfants et toutes les blessures. Et je voudrais dire aussi que parmi la centaine ou les centaines d'étudiants qui ont reçu des bourses d'Afrique du Sud, des bourses d'études donc en Afrique du Sud, eh bien la plupart c'était des enfants de rescapés, mais il y avait également les enfants des perpétrateurs du génocide, parce que nous avons envoyé de très nombreux enfants là-bas. Et la plupart sont maintenant des leaders dans notre pays et dans plusieurs domaines où ils sont les leaders de notre pays et vivent la nouvelle vie que nous avons créée pour eux. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons appris par ce génocide? Qu'est-ce que nous avons appris quant à la valeur de la vie humaine? Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle que je ne raconte pas beaucoup aux gens. J'ai un cousin. Non, en fait, c'est une cousine, c'est une sœur. Elle s'appelle Florence. Elle travaillait pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement au Rwanda, et c'est depuis 15 ans. Après le génocide, lorsque le génocide a commencé, elle était coincée dans sa maison qui se trouvait près du camp Kigali, avec une nièce et d'autres enfants, des voisins, et il avait un très grand nombre d'enfants. Et le téléphone chez Florence fonctionnait. Et je l'ai appelé à plusieurs occasions en utilisant mon téléphone satellite. Et chaque fois que je lui parlais, elle était de plus en plus désespérée. Chaque fois encore plus désespérée. Mais nos forces ne pouvaient pas atteindre cette zone à cette époque.
Et le commandant de force de maintien de la paix, le général Dallaire, est venu me voir à Murindi, où je me trouvais. Je lui ai demandé de sauver Florence, ma cousine. Il a dit, je vais faire de mon mieux. La dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai demandé si quelqu'un était venu pour elle. Et personne n'est venu. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle a dit, Paul, arrête d'essayer de nous sauver. Nous n'avons plus envie de vivre de toute manière. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle a raccroché. Et alors, à cette époque, mon cœur était costaud, mon cœur quand même. Mais je l'ai senti s'affaiblir parce que j'ai compris ce message. Le matin du 16 mai, après un mois de torture, cette famille a été exterminée, sauf pour une nièce qui a pu s'enfuir et chez un voisin qui l'a recueilli. Alors, il se trouve qu'un Rwandais qui travaille au PNUD, c'est avéré, hein, que ce collègue du PNUD a donné la liste de ses collègues Tutsis aux tueurs, celui qui les a trahis. Alors, on s'est rappelé que la nuit, le jour où elle a été attaquée, ce collègue s'est réjoui de la mort de tous ces Tutsis, mais il a quand même continué son travail au PNUD, même lorsque les preuves ont commencé à émerger. Il est toujours en liberté. Il vit en France. Alors, j'ai demandé au général Dallaire ce qui s'était passé. Il m'a dit, mes soldats ont rencontré une barrière de milices près de la maison de ma cousine. Et alors, bon, ils se sont retournés, ils sont partis. Et il m'a dit, général Dallaire, qu'il avait reçu un ordre de la part de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour protéger les diplomates et les étrangers civils évacués par route vers le Burundi pour les sauver des attaques de milices. Et cela se passait en même temps. C'est deux choses. Je ne sais pas si on a besoin de recevoir des ordres pour exécuter ce qui est normal, dans le cours normal des choses. C'est ce que je me posais comme question. Des milices à une barrière chassent les forces de maintien de la paix qui vont sauver des vies et qui sont arrêtés parce qu'il y a des miliciens sur une barrière.
Bon, je ne jette pas la pierre au général Dallaire. C'est un homme bon qui a fait tout ce qu'il pouvait faire dans ces conditions qui étaient les plus horribles possibles et qui n'a cessé de témoigner, de dire la vérité sur ce qui s'est passé, même si cela lui a coûté un prix. Mais malgré tout, on se demande quand même, on se pose des questions sur le contraste entre ces deux cas. J'ai pris note du fait que il y a des vies auxquelles on attache une importance plus qu'à d'autres. Et en 1994, tous les Tutsis étaient censés être entièrement exterminés, une fois pour toutes. Parce que les tueries qui m'avaient forcé, moi, et des centaines de milliers d'autres, qui nous avaient poussés vers l'exil, ces forces continuaient d'exister. Oui, mais l'on pensait que le travail qui a été fait n'avait pas été suffisant. Et c'est pourquoi qu'il a été dit que même les bébés doivent être systématiquement tués, massacrés, parce que sinon ils vont grandir et devenir des résistants, des combattants. Les Rwandais ne comprendront jamais comment on peut rester dans le vague et le brouillard exprès au lieu de reconnaître qui était visé par le génocide. Je ne comprends pas comment un pays peut avoir un tel comportement. L'ambiguïté L'ambiguïté est une forme de déni de génocide et c'est un crime. Le déni de génocide est un crime et les Rwandais ne se lasseront jamais de souligner ce point, de défier tout négationniste. Lorsque les forces génocidaires ont fui vers la RDC en juillet 1994, avec l'appui et l'encouragement de certaines forces extérieures, sont allés au Congo pour s'organiser et revenir terminer le génocide. Et en fait, il y a eu des centaines d'attaques transfrontalières sur les 5 années suivantes. Et alors, étaient visés non seulement les survivants, mais aussi des Rwandais qui n'avaient pas été visés par le génocide, mais qu'on visait maintenant parce qu'ils n'avaient pas voulu suivre ceux qui fuyaient au Congo pour s'organiser. Les restes de ces forces-là sont toujours au Congo. Et au Congo, ils sont appuyés par l'État, aidés par l'État, sous la barbe et le nez des forces des Nations Unies, des forces de maintien de la paix, toujours avec les mêmes objectifs qui n'ont pas changé. Et la seule raison pour laquelle ce groupe, aujourd'hui, qu'on appelle FDLR aujourd'hui, c'est pour cette raison que ces forces n'ont pas été démantelées. La raison est simple. Leur existence continue de servir certains intérêts non déclarés. Et c'est pourquoi des centaines de milliers de Tutsis congolais se sont réfugiés ici et vivent au Rwanda et même dans d'autres pays. Et tout le monde les a oubliés. On ne parle pas
Il n'y a aucun programme d'action. Personne ne s'occupe de leur retour. Est-ce que nous avons appris quelque leçon que ce soit? Nous voyons beaucoup d'acteurs qui s'activent. Certains même sont des Africains et qui continuent de s'agiter pendant que les luttes ethniques qui mènent à un nettoyage ethnique sont monnaie courante, sont pratiquées ça et là. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Est-ce là l'Afrique dans laquelle nous voulons vivre? Est-ce là le monde dans lequel nous voulons vivre? La tragédie de Rwanda devrait servir d'avertissement. On devrait comprendre que le divisionnisme, l'ethnisme et toutes ces sortes de séparatismes peuvent mener très loin si elles ne sont pas contrôlées. Pendant toute l'histoire, les survivants des crimes de masse, on s'attend à ce qu'ils ne disent rien, qu'ils se censurent, qu'ils se retiennent. Sinon, on les blâme, on dit que c'est leur faute, que même leur malheur, c'est eux qui en sont responsables. Et les témoignages de ces survivants montrent toujours un élément de complicité dans ces malheurs. Et malheureusement, ce sont ces témoignages-là qui secouent ceux qui voudraient oublier ou laisser faire et secouent leur certitude. Plus les Rwandais luttent pour leur dignité et leur souveraineté, plus la vérité du génocide éclate au grand jour. Et plus le révisionnisme devient difficile. Vous savez, il y a des grands médias contrôlés par les puissants de ce monde. Et dans ces médias, les victimes sont blâmées. Ce sont les victimes qui sont les méchants. Et même aujourd'hui même, cette journée de commémoration, il y en a qui continuent de dire que ce n'est que de la politique, des politiciennes ou des techniques de politiciens. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et nous réagissons à ce type d'hypocrisie par le dégoût. Le dégoût. Nous commémorons parce que ces vies nous étaient chères. Nous ne pouvons pas, en tant que Rwandais, être indifférents aux causes profondes du génocide, aux racines de ce mal. Et nous continuerons toujours de nous intéresser, d'être très attentifs à ces faits, même si nous devons le faire tout seuls. Cependant, ce que nous recherchons, c'est la solidarité, le partenariat, c'est la reconnaissance de ces menaces,
C'est le désir, nous recherchons le désir de confronter, de voir la communauté internationale nous aider à confronter ces malheurs, ou nous accompagner pendant que nous confrontons ces malheurs. Vous savez, un jour, ou une nuit plutôt, dans les derniers temps du génocide, j'ai reçu une visite surprise après minuit du général Dallaire. Il venait avec un message écrit dont j'ai encore une copie. C'était un message du général français qui commandait la force que la France venait de déployer dans l'ouest de notre pays, à savoir l'opération Turquoise. Et voici le contenu du message. Vous payerez très cher. C'est nous, on s'adressait, ça s'adressait à nous. Vous le payerez très cher si vos forces osent prendre la ville de Butare, c'est-à-dire au sud du pays. Et le général Dallaire m'a donné donc cette lettre et m'a donné des conseils supplémentaires. Il m'a dit, ou il m'a averti plutôt, mais en garde, hein. Il a dit, vous savez, les Français ont des hélicoptères d'attaque, toutes sortes d'armes, etc. Et donc, ils ont toutes sortes d'armes lourdes. Tout ce que vous pouvez imaginer, les Français ont ça. Par conséquent, ils sont prêts à les utiliser contre vous si vous n'obéissez pas à ce qu'ils vous disent. J'ai demandé à Dallaire si les soldats français avaient du sang et que s'ils sont blessés, ils saignaient. Il dit, mais nous, quand on est blessés, on saigne. Est-ce qu'ils saignent aussi? Et puis, je lui ai dit, merci beaucoup de cet avertissement, de ce message, mais allez vous reposer, dormez sur vos deux oreilles, ne vous en faites pas. Vous répondrez aux Français que notre réponse suivrait sous peu. Et notre réponse a suivi. Sous peu. J'ai contacté nos forces par radio, j'ai contacté nos forces qui étaient dans cette direction. Il s'appelait Fred Ibingira. Et je lui ai dit, prépare-toi à faire mouvement. Et rapidement. Et nous avons pris Butare, dont on nous avait averti qu'il ne fallait pas la prendre. Nous l'avons pris dès l'aube. Dès l'aube, nous avons pris Butare et dans une semaine, en moins d'une semaine, cette zone, et donc par conséquent, tout le pays avait été sécurisé et nous nous sommes mis immédiatement au travail de la reconstruction. On n'avait pas les armes
On nous avait parlé, dont on nous menaçait. Mais j'ai rappelé certains. Je dis, vous savez, nous, on est chez nous. C'est notre pays. Ceux qui meurent, ou plutôt ceux qui doivent saigner, vont saigner dans ce processus. Nous avions déjà perdu toute crainte. Chaque défi chaque humiliation, à chaque insulte, nous devenions encore plus forts. Et après le génocide, alors nous avons été présentés avec le problème épineux de la reconstruction. Et nous avons tiré des leçons de notre expérience. Première leçon, seuls nous, les Rwandais et nos frères africains, peuvent donner de la valeur, estimer nos vies à la valeur juste. On ne peut pas demander aux autres de donner de la valeur à nos vies en tant qu'Africains. En tout cas, pas autant que nous. Voilà le chemin que nous avons choisi pour préserver la mémoire. Maintenant, notre histoire, nous racontons notre histoire telle que nous l'avons vécue. Deuxième leçon, n'attendez jamais que quelqu'un vienne vous sauver et ne demandez jamais la permission de faire votre devoir, de faire ce qu'il faut pour protéger vos populations. Et c'est pourquoi je me demande parfois si certains ne sont pas des plaisantins lorsqu'ils se mettent en tête de nous menacer. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Cependant, il faut dire que c'est pour ces mêmes raisons que nous participons activement aux forces de maintien de la paix et que nous n'hésitons jamais à aider nos frères africains en bilatéral chaque fois qu'ils nous le demandent. Troisième leçon. Stand firm against the politics of ethnic populism. Restez ferme face à ces politiques de cynisme, quelque forme que prennent ces politiques. Restez ferme. Vous savez, le génocide, c'est la plus pure forme de... La plus pure forme d'égoïsme. En fait, je pourrais même dire de populisme. C'est la caricature du populisme, le génocide. Et de toute façon, nous n'accepterons jamais que ces choses se reproduisent. Ma génération a passé sa vie dans des cycles de violence répétés. Tous les 30 ans, il y avait un nouveau génocide. Et depuis le début